Le principal acteur aujourd'hui au Liban pointé du doigt, c'est Hassan Nasrallah. Et il est accusé non seulement par le camp adverse, mais aussi par des gens de son propre camp. Docteur Masri, merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour. Alors, avec vous, bien entendu, on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer au Liban. Vendredi, le leader du Hezbollah a prononcé un discours dans lequel il se démet de toute responsabilité dans l'explosion qui a secoué la capitale libanaise la semaine dernière. Il affirme même qu'il connaît mieux le port de Haïfa que celui de Beyrouth. Et apparemment, on a le sentiment que ces déclarations n'ont pas véritablement convaincu. On l'a vu hier. Quelle est la situation? Comment vous définiriez la situation de Hassan Nasrallah, le leader de Hezbollah aujourd'hui? Alors, il a fait un discours pas du tout convaincant, qui n'a aucune crédibilité, puisque tout le monde sait, premier rang de tous les Libanais, que le port de Beyrouth est aux mains du Hezbollah, que les armes dont dispose le Hezbollah ainsi que les munitions sont acheminées par le port, et tout cela bien entendu sans le moindre contrôle de l'armée libanaise. Donc dire aujourd'hui qu'il n'a aucun lien avec le port, qu'il ne sait pas du tout ce qui s'y déroule, n'est pas du tout crédible. Et d'ailleurs, ça a été dit, rappelé par de nombreux observateurs au Liban, par aussi des membres de la classe politique libanaise. C'est un discours qui vise à calmer les foules, mais ça ne marche pas comme ça. Le Liban est en ébullition, comme vous l'avez, ça ne vous a pas échappé. C'est une crise de trop. Le pays est en faillite, le système bancaire est en faillite, les coupures d'électricité sont de plus en plus courantes. Tout cela, bien entendu, sur fond de crise politique, de crise sanitaire, de crise économique, avec un taux de chômage record. Alors, et avec aussi la crise des réfugiés syriens. Donc, cette situation, si vous voulez, est absolument explosive pour un pays qui est au bord de la révolution. Alors justement, vous parlez de révolution. On a vu hier des manifestants qui sont descendus par milliers dans la rue. On en a vu certains même qui pendaient une effigie de Hassan Nasrallah, mais également aussi une effigie de Michel Aoun, le président libanais. Vous croyez vraiment à une possibilité de révolution de la part du peuple libanais, que le peuple libanais se soulève massivement pour détruire, on va dire, les symboles de ce pouvoir corrompu? Alors, si vous voulez, tout d'abord, le problème au Liban, si vous voulez, par rapport aux autres pays de la région, c'est que ce n'est pas le pouvoir d'un seul homme. Il n'y a pas un seul homme qui dirige le Liban. Par exemple, dans les autres pays, les révolutions ont pu aboutir à la chute du dictateur parce que la révolution était contre un homme, contre Hosni Moubarak, par exemple, contre Kadhafi, contre le président Saleh au Yémen, et donc il pouvait espérer au Soudan également contre Omar el-Bashir, et donc en dernier recours il y avait toujours l'armée qui était là pour éventuellement évincer le président et soutenir la rue. Or là au Liban, ce qui se passe, c'est que la révolte est contre l'ensemble de la classe politique. L'ensemble de la classe politique. Le système libanais n'est pas un système dictatorial, ce n'est pas une dictature qui règne au Liban, c'est un système politique participatif qui fonctionne de manière assez bizarre, avec une répartition, en fonction d'un système de quotas, une répartition du pouvoir entre les différentes communautés, notamment les plus importantes. Il y a 18 communautés confessionnelles au Liban, donc chaque communauté détient une part du pouvoir libanais. Les plus importantes, à savoir les maronites, les sunnites et les chiites, se partagent les trois grands pouvoirs, la présidence de la République, la présidence du Conseil des ministres et la présidence du Parlement. C'est pour ça que toujours qu'au Liban, on dit les trois présidents. D'ailleurs, même Emmanuel Macron, le président français, quand il est arrivé au Liban, il a dit « j'ai rencontré les trois présidents ». Ça veut dire quoi, les trois présidents? Et bien, c'est ça, en réalité, les présidents représentant les trois grandes communautés. Bien entendu, les Libanais sont extrêmement laïques, hein. Mais il y a toujours cette identité confessionnelle, cette méfiance entre les communautés qui fait que le pays est en permanence éclaté et que chaque communauté est instrumentalisée par un pays étranger, certaines plus que d'autres,
communauté chiite, par exemple, est depuis plusieurs années pilotée par la République islamique d'Iran. Et ce qui est intéressant, justement, dans ces manifestations que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et si vous voulez, c'est peut-être la nouveauté par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la participation de plus en plus marquée de personnalités chiites qui manifestent contre le Hezbollah et contre le parti Amal. Le parti Amal, c'est le parti chiite majoritaire avec le Hezbollah, le président du Parlement, donc le président chiite, la présidence chiite et le président n'est autre que le leader du parti Amal. Donc Nabil Berri. Nabil Berri, tout à fait. Et tout cela, bien entendu, dans un contexte régional de ras-le-bol généralisé chez de plus en plus de chiites contre l'interventionnisme iranien. C'est ce qui pourrait être un élément important. Ça, c'est un élément important qu'on retrouve également en Irak, puisqu'en Irak également, le nouveau Premier ministre irakien est un chiite qui n'est pas favorable à l'intervention iranienne et que lors des manifestations qui ont fait chuter l'ancien gouvernement, il y avait de plus en plus, les manifestations avaient éclaté dans le sud de l'Irak, donc c'était dans des régions globalement chiites. Et ça, si vous voulez, c'est la nouveauté. Dire que le Moyen-Orient est coupé entre sunnites et chiites, et sunnites qui soutiennent tous l'Arabie Saoudite, ou qui sont soutenus par l'Arabie Saoudite, et les chiites qui sont liés à l'Iran, je pense que c'est une vision très simpliste et qui en tout cas est aujourd'hui contredite par l'actualité, par tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors justement, est-ce que le fait que ce Liban est morcelé en différentes ethnies, est-ce que là aussi ça ne rend pas plus difficile un effet de révolution ou même de révolte dans la population? C'est-à-dire qu'il est difficile de trouver des dénominateurs communs entre tous les Libanais? Ah oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est un système qui est morcelé pas entre ethnies, mais entre confessions et entre groupes religieux. Et donc, il est extrêmement difficile pour le Liban de parler d'une seule voix, et aussi pour la rue libanaise. Ces manifestations comprennent des groupes qui sont extrêmement hétéroclites et qui seraient incapables d'assurer une quelconque relève. C'est un ras-le-bol généralisé contre le pouvoir en place qui demande à ce qu'il y ait de nouvelles élections. Mais s'il y a des nouvelles élections, par exemple aujourd'hui, qui va être élu? Quel genre de gouvernement le Liban peut se doter? Mais c'est ça le problème, c'est que soit vous allez avoir un gouvernement de technocrates qui ne représente pas la rue, soit vous allez avoir un gouvernement politique, mais qui provient des partis, des partis qui sont en place aujourd'hui. Donc il y a plusieurs problèmes. Et une réforme de la Constitution? C'est extrêmement difficile parce qu'une majorité des Libanais ne vont pas accepter la réforme de la Constitution. Le problème au Liban, si vous voulez, il y en a deux. Il y a le problème de la corruption généralisée et il y a le problème de l'ingérence iranienne. Et moi, je pense que le principal message de la rue libanaise aujourd'hui, c'est justement de dire il faut que ce gouvernement démissionne parce qu'il est corrompu, il faut que les responsables de ce drame soient jugés. Il y a eu beaucoup d'arrestations ces derniers temps, mais il faut aussi que l'ingérence iranienne cesse. Il faut que le Hezbollah ait des comptes à rendre. Et c'est en cela, en réalité, que le Hezbollah se sent menacé. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, c'est quand même le seul parti politique, je mets bien parti politique entre guillemets, entre plusieurs guillemets, parce que c'est un parti politique armé, surarmé, qui possède des chars, des missiles anti-chars, qui menace de faire la guerre contre un pays voisin, et qui fait la guerre dans un pays voisin, à savoir la Syrie voisine. Et c'est le seul chef de parti qui s'est exprimé publiquement dans un discours officiel, au même titre que le chef de l'État et que le Premier ministre. Donc c'est pour vous dire que non seulement l'importance qu'il a dans le contexte actuel, mais surtout le fait qu'il se sente accusé et obligé de répondre aux accusations de la rue. Le principal acteur aujourd'hui au Liban pointé du doigt, c'est Hassan Nasrallah. Et ça, c'est un fait inédit. Et il est accusé non seulement par le camp adverse, mais aussi par des gens de son propre camp, par des enfants de la communauté chiite libanaise.
Alors, face à cela, eh bien, on a assisté à la visite en fin de semaine dernière du président français Emmanuel Macron. Ceux qui vivent en Israël ont certainement remarqué qu'il a, durant son allocution, parlé de beaucoup de choses, mais il n'a pas prononcé justement le mot de Hezbollah. Qu'est-ce que cela veut dire dans la perception française et même européenne, on va dire quelle est l'attitude face au mouvement terroriste chiite ? Alors non seulement ça n'a pas été mentionné, mais en plus le président français a rencontré des délégués des différents partis, dont le Hezbollah. Le ministre Mohamed Raad, représentant parlementaire du Hezbollah et ministre dans le gouvernement. Donc ce qui signifie quoi ? Cela signifie que la France, justement, cherche à se faire accepter par tout le monde pour pouvoir jouer un rôle au Liban. Vous savez que traditionnellement, au Liban, la France a été appelée à jouer un rôle par les chrétiens de ce pays, au premier rang desquels la communauté maronite, qui est la principale communauté chrétienne, et d'autre part, ceux qui ont été les plus anti-français historiquement au Liban sont les musulmans, notamment les sunnites, puisque les chiites jouaient un rôle très très faible par le passé. C'était surtout les sunnites qui avaient les principaux pouvoirs. Et eux, pour le coup, étaient plutôt panarabes et plutôt orientés monde arabe et Syrie. Donc, pour chercher à jouer un rôle, la France cherche à se faire accepter par les différents acteurs du paysage politique et confessionnel libanais. La France est appelée par les chrétiens du Liban la tendre mère. La tendre mère, Al-Umm al-Hanoun, c'est le surnom de la France, qui est un pays qui a joué un rôle clé par le passé et qui est très très positivement perçu par les chrétiens. La constitution libanaise, vous avez parlé de réviser la constitution. Vous savez que dans la constitution libanaise, l'une des principales discordes lors de sa rédaction en 1943, donc la constitution fondatrice de l'État libanais, c'était est-ce que le Liban doit être considéré comme un pays arabe ou pas ? Et là, il y avait les chrétiens qui étaient contre, qui ne voulaient pas que l'on considère le Liban comme un pays arabe, et parce que justement, ils voulaient prendre leur distance du monde arabe, ils voulaient être plutôt proches de l'Europe, de la France notamment. Et puis il y avait les musulmans qui, eux, pour le coup, voulaient que le Liban soit. Alors bien entendu, je schématise, parce qu'il y a toujours eu quand même des chrétiens qui étaient pan-arabes et des musulmans qui n'étaient pas. Mais globalement, quand même, il y avait une majorité de chrétiens pro-français, une majorité de musulmans pro-arabes. Et la formule qui a été retenue dans la constitution libanaise, c'était que le Liban était un État à visage arabe. C'est-à-dire, c'est pas un pays arabe, c'est un pays à visage arabe. Ça veut dire il y a un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Et que les liens seraient rompus avec la France, il y a des relations bien entendu privilégiées, mais je veux dire, la France n'aura plus à jouer un rôle au Liban, et puis en contrepartie, le Liban sera neutre dans tous les conflits régionaux. Ça veut dire le Liban ne soutiendra pas la Syrie, ne prendra pas part aux conflits régionaux, y compris avec Israël. Par ailleurs, c'est faux de dire que le Liban a participé à la guerre d'indépendance d'Israël de 1940, puisqu'il n'y avait que des réservistes qui n'ont joué d'ailleurs aucun rôle. La présence libanaise dans la guerre était extrêmement symbolique. Il n'y a eu aucun mort, aucun blessé, ni d'un côté ni d'un autre. Donc on ne peut pas du tout considérer que le Liban a fait pas, en 1967 également, le Liban n'a pas participé à la guerre de Kippour, le Liban n'a pas participé à l'effort de guerre. Le Liban n'a jamais été en guerre contre Israël. Le Hezbollah a été en guerre contre Israël. Le Hezbollah a déclenché les hostilités à plusieurs reprises. Mais le Hezbollah, c'est pas le Liban. Le Hezbollah, c'est un financement iranien, c'est une allégeance à l'Iran. Et c'est un corps qui est complètement iranien. C'est pour ça d'ailleurs que nous disons toujours en français, dans la littérature française, le Hezbollah libanais. Parce que si on dit seulement le Hezbollah, ça fait référence au Hezbollah iranien, à la maison mère. Alors, une dernière question, docteur Masri, qui se rapporte à ce qui se passe ici en Israël. Il y a une polémique et j'aimerais que vous nous donniez, par vos connaissances sur cette région et sur le Liban en particulier, votre appréciation. Était-il judicieux de la part du maire de Tel Aviv de mettre le drapeau du Liban sur la façade, d'éclairer la façade de la municipalité de Tel Aviv aux couleurs du drapeau du pays du Cèdre? Et était-il judicieux de la part du gouvernement israélien de proposer une aide humanitaire? Vous faites une distinction entre les deux?
Je ne fais pas de distinction entre les deux et je pense que les deux initiatives étaient bonnes, étaient nécessaires, étaient indispensables et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Liban n'est pas... le Liban a eu des relations avec Israël par le passé. D'ailleurs, nous avons en Israël des Libanais. Nous avons les soldats de l'ALS. De l'ALS, l'armée libanaise libre qui s'est fait rebaptiser par la suite armée du Liban Sud. Et nous avons au Liban des amis. Je veux dire, le Liban a été en paix avec Israël. Il y a eu un accord de paix en 1983, même si cet accord n'a duré qu'une année, et finalement l'accord a été annulé. L'accord qui a eu l'aval du Parlement libanais, ça veut dire de musulmans également, et pas que des chrétiens, et qui a été annulé par la force de l'occupant syrien. Le Liban n'a jamais été en guerre contre Israël, comme je viens de le souligner. Et donc, je pense que oui, absolument, c'était justifié, d'ailleurs, par le passé. Vous savez, par le passé, il y a eu des partis politiques libanais qui avaient leur siège en Israël. Le parti Kataeb, le parti des phalangistes, avait un siège à Jérusalem. Le Liban, d'ailleurs, lorsque le Liban fait partie des rares pays qui ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël au moment où nous étions en paix avec ce pays. Donc il y a là un historique. Le Liban, c'est très très important de le dire pour ceux qui ne savent pas, c'est que le Liban a été un pays qui a soutenu le mouvement sioniste avant 1948 et qu'en 1947, l'Église maronite a soutenu le plan de partage de l'ONU ouvertement, publiquement. Le patriarche Antoine Arida avait envoyé une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il soutenait les droits légitimes à l'autodétermination du peuple juif. Donc il y a tout un historique ici. Moi, je ne vois pas dans le drapeau libanais le drapeau d'un État ennemi, mais le drapeau d'un État pris en otage par une organisation terroriste pilotée par un autre État, à savoir la République islamique d'Iran. Nous sommes très très loin donc de voilà tous les stéréotypes qui sont parfois alimentés par ceux qui sont hostiles à cette initiative que je trouve être tout à fait judicieuse. Eh bien, Dr Meir Matri, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était très intéressant de dialoguer avec vous, comme d'habitude. Merci de nous avoir enrichis sur ce qui se passe actuellement au Liban. Bonne journée, Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, au revoir.